Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. J'ai toujours observé avec admiration et inspiration les femmes, notamment quand j'étais à la banque. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais des femmes qui étaient en 4/5e et qui arrivaient à chaque fois à toper des challenges ou à faire mieux ou aussi bien que des personnes ou des hommes à temps plein. Ce que j'ai observé, c'était surtout cette capacité à être hyper concentré, dédié à des tâches, organisé et une résilience à toute épreuve, quoi. Et je me suis dit, ce sont des choses qui ont peut-être déclenché chez moi à cette époque, des interrogations sans pousser. Et grâce au sport, ça m'a permis de le développer et puis peut-être aussi de le muscler. Bonjour, je suis Laetitia Léonard, praticienne en thérapie brève. Ma mission, t'aider à dépasser tes peurs, tes phobies et mieux gérer le stress qui peut parfois nous submerger dans nos vies modernes. Pour cela, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Des outils puissants comme le MDR, l'hypnose, la programmation neurolinguistique et aussi les neurosciences de l'accompagnement. Et comme je suis convaincue que le corps et les émotions sont intimement liés, la musique et le mouvement font aussi partie de ma boîte à outils. Dans ce podcast, en solo ou avec mes invités, je partage des ressources, des astuces bien-être et des témoignages inspirants pour t'aider à alléger ta charge mentale et avancer plus sereinement. Si tu ressens que certaines peurs te bloquent ou si ton sommeil est devenu chaotique, je propose aussi des séances en cabinet à Paris et en visio pour t'accompagner en douceur vers plus d'apaisement au quotidien. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et pour recevoir chaque mois une bouffée d'inspiration et découvrir mes prochains ateliers de saison en visio, je propose de t'inscrire à ma newsletter. Le lien est aussi en description. J'espère que cet épisode te plaira. Et si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et surtout à le partager autour de toi. Ça m'aide à mieux le faire connaître. Bonne écoute! Bonjour, je suis Laetitia, praticienne en thérapie brève. Ma mission, t'aider à dépasser tes phobies et tes peurs, celles qui deviennent bloquantes au quotidien, et à mieux gérer le stress de nos vies modernes. Pour cela, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Les thérapies brèves comme le MDR, l'hypnose et la programmation neurolinguistique, et aussi les neurosciences de l'accompagnement, la musique et le mouvement qui font partie de ma boîte à outils. Dans ce podcast, je partage avec mes invités ou en solo des ressources, des astuces bien-être et des témoignages de choix de vie pour t'aider à dépasser tes peurs et alléger ta charge mentale. Si tu as envie de prendre soin de toi, tu es au bon endroit. J'espère que cet épisode te plaira. Et bien sûr, si c'est le cas, je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager avec tes proches. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements en tant que thérapeute, je t'invite à aller voir mon site web dont le lien est disponible dans la description de cet épisode et à réserver un appel découverte sans engagement de 20 minutes que tu peux réserver directement sur le site. Bonne écoute! Bonjour Pierre. Et bonjour Laetitia. Ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Idem, j'étais impatient. Pour donner un peu de contexte aux auditeurs et aux auditrices, Pierre, je te connais depuis assez longtemps, je crois. Ça remonte un petit peu, effectivement, l'école de commerce, oui. École de commerce, junior entreprise, et on est toujours dans des sujets qui nous animent avec passion, et je trouvais intéressant de t'inviter aujourd'hui pour donner des clés sur un sujet qui parlera à beaucoup de personnes qui m'écoutent. Alors, j'entends souvent parler de syndrome de l'imposteur, de difficulté parfois à s'affirmer, à oser dire non, voilà. Donc, j'avais envie de parler aujourd'hui d'assertivité, parce que je sais que c'est un sujet qui te parle également. Oui, totalement. Par rapport à des aspects en tant que sportif, amateur d'un côté, solopreneur de l'autre, puis aussi, plein d'autres choses que l'on vit quand on doit agir pour soi. Exactement. Et justement, peut-être en 2-3 mots, ce que c'est pour toi l'assertivité ? Alors, souvent, on va parler de positivisme, d'empathie, de capacité à aller de l'avant. Mais moi, je le définis aussi comme une notion où, c'est savoir aussi dire non à des moments clés de manière positive, sereine, sans agressivité, que ça soit dans des domaines dans lesquels je parcours les semaines et les mois et les années dans le domaine de la vente,
mais aussi ça peut être pour des managers, et ça peut être pour des commerçants, ça peut être voilà pour même des personnes qui sont en reconversion professionnelle pour pouvoir booster leur estime. Ouais. Et dans la vie perso aussi d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours justement parce que tu as plusieurs casquettes comme tu le disais? Un peu comme un triathlète que je suis, j'aime bien avoir plusieurs activités enchaînées. Voilà, j'ai le sport qui est un sas qui m'a permis voilà de dépasser plein de choses dans ma vie professionnelle, de passer de l'univers d'une agence bancaire à la création d'une agence de stratégie digitale quelques jours avant des confinements il y a 5 ans. Et je suis toujours là avec voilà des évolutions dans mon modèle économique, mais aussi pour moi-même. Et donc, je suis enseignant dans notre ancienne école pour des masters. Donc ça, c'est une belle réussite. Aujourd'hui, formateur dans le domaine commercial, digital, et puis aussi sur de l'intelligence artificielle. Consultant aussi pour des entreprises en création. Voilà, papa, sportif. Tout ça fait que je me dis que l'assertivité, parfois on l'a en soi sans le savoir. Ou de l'autre côté, c'est un réflexe qui est à muscler, à entraîner. Et justement, alors est-ce que toi, tu as l'impression de l'avoir toujours eu? Est-ce que tu l'as musclé d'une certaine manière et si oui, comment? Alors, je dirais, il n'y a pas de formation qui existe là-dessus. Ça, c'est une évidence. Je l'aborde souvent dans des formations commerciales ou managériales. Des fois, on le découvre, où on se dit, oui, c'est du bon sens. J'essaye de l'utiliser dans cette notion de respect mutuel ou de s'exprimer de manière claire ou peut-être d'avoir une capacité ou un comportement d'adaptation face à des comportements qui sont parfois manipulateurs ou agressifs, voire toxiques, de manière à pouvoir peut-être recentrer l'objectif, l'enjeu ou derrière son équilibre. Est-ce que tu dirais que ton expérience justement dans le domaine commercial t'a aidé? Parce que forcément, dans des phases de négociation, j'imagine, ça peut être utile? Pas forcément, en fait, c'est surtout l'univers du sport OK. dans lequel voilà, je suis marathonien avec voilà 10 marathons, 2 Alpha Ironman et tout ça avec très peu d'entraînement par semaine. Et en fait, chaque course est tellement différente et unique, quelle que soit la préparation physique, mentale, même logistique ou de parcours. Tout dépend en fait de l'objectif qu'on se fixe, mais surtout du dépassement. Donc ça peut être un dépassement physique, un dépassement peut-être de performance ou même dire à un moment donné, on le fait pour soi, on le fait même pour les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je cours aussi pour des Joëlettes, c'est-à-dire qu'on pousse des enfants handicapés par équipe. Je dirais même que c'est une évolution de soi par rapport à ce qui nous entoure. Et c'est ça qui est fondamental dans l'assertivité, c'est que rien n'est mathématique ou peut-être scientifique. Par contre, c'est ce qu'on en fait et derrière de comment on l'adapte pour pouvoir comme tu le présentais, peut-être éviter de culpabiliser sur un syndrome de l'imposteur. Au contraire, peut-être se faire confiance et s'appuyer sur des petits pas, des petites victoires qui nous permettent d'aller chercher des grands trophées. Ouais. Et justement, alors tu parlais de sport, tu dirais que le corps justement joue une place dans la communication assertive? Enfin, le fait de, je sais pas, travailler ta respiration, ta posture, est-ce que tu dirais que c'est un point important à prendre en compte? Tout à fait. Même pour te le partager, tu vois là, par rapport à ta question, je viens de me redresser de la table justement pour trouver un autre élan et une complémentarité à ta question. Et la réponse à apporter, oui, prendre le temps de réfléchir à peut-être voilà des enjeux, à une réponse, même à une objection ou une mauvaise émotion qui nous traverse. Respirer, même quand on est bien, il faut le faire aussi quand on n'est pas bien. Il va même aller jusqu'à peut-être maîtriser même sa fréquence cardiaque. C'est Ouais. vrai que les postures de yoga que j'ai pu voilà aussi travailler dans des moments clés professionnels et personnels. Tout ça en m'appuyant toujours sur le sport, puisque dans le sport, en fait, on définit nous-mêmes nos propres enjeux, nos propres limites à dépasser, mais aussi nos propres victoires. Et ce qui fait qu'après, c'est euphorisant. Ce qui fait que quand on s'entraîne à avoir ces éléments intérieurs qui nous rendent tout joyeux, tout joyeux, contents et autres, vont créer cette dopamine qui nous permet d'aller plus loin. Et après, derrière, quand on a des difficultés, l'assertivité est un complément à cette posture physique, mentale et d'ouverture vers les autres et donc de cage thoracique et de respiration.
Intéressant. Et effectivement, alors les personnes qui sont déjà venues me voir en séance savent que je suis une adepte de la cohérence cardiaque parmi d'autres pratiques, qui est extraordinaire et qui peut être un moyen de se discipliner quand on n'a pas déjà l'habitude du sport, mais c'est déjà une autre manière aussi de travailler sa respiration. Et je suis d'accord avec toi, ouais, c'est un point hyper important. Et de se dire, voilà, même si vous n'êtes pas un marathonien, c'est des choses que vous pouvez travailler aussi à votre niveau, qui peuvent changer la donne. Tu parlais aussi de petites victoires et de s'habituer aussi à la sensation. Est-ce qu'il y a aussi ce truc-là d'arriver à découper les choses, parce qu'on a tendance à voir la montagne et à se décourager face à la montagne? Moi, je le vois pas comme ça. C'est aussi pour ça que on s'est dit que ça serait intéressant de faire ce podcast. Moi, je le vois comme un défi. Je vois pas en fait des problèmes. Alors, on peut avoir des difficultés, des retards, des contraintes, mais j'aime pas le mot problème. C'est très français. Et moi, je préfère dire il y a un défi, il y a quelque chose à dépasser. Ne pas regarder forcément derrière. C'est-à-dire, quand on court, on regarde surtout devant où on va mettre les pieds. Quel est le virage suivant? Qu'est-ce qui va faire que on va atteindre l'objectif ou peut-être s'entraider entre nous. C'est vrai que quand on réfléchit au complexe de l'imposteur, en fait, souvent c'est plus nous ou le regard des autres, mais au final, qu'est-ce qui est important là-dedans? Bah, au final, si on fait, on avance. Si on fait, on apprend. Et en faisant, bah, on est encore meilleur. Donc c'est pour ça qu'aussi savoir dire oui est important, mais savoir dire non à des moments clés, c'est aussi gagner un leadership vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Et donc voilà, dire à un moment donné non, c'est peut-être pas encore le moment, mais je m'y prépare pour dire ah oui, la montagne sera une colline. Et d'être dans l'action, ce que tu disais qui est important, enfin ce que tu fais quand tu es dans le sport ou quand tu es, voilà, d'être en mouvement. Alors oui, alors même des fois on me dit Pierre, je sais pas comment tu fais pour gérer ton agenda. T'es partout, on te voit sur LinkedIn ici, ensuite t'es là-bas sur Instagram, et puis voilà, t'es sur des campus, t'es sur des formations à travers la France. Quel est ton secret? C'est ça. Après voilà, forcément il faut arriver, comme tu disais, à gérer l'équilibre vie privée vie pro. Mais quand tu fais les choses qui te plaisent et t'arrives à le rendre aux autres, voilà, moi c'est un peu cette philosophie, quoi. C'est-à-dire que quand je fais des formations, je me mets une vraie exigence, mais j'arrive après à me nourrir d'une énergie quand je vois que les participants ils apprennent sur eux, sur le savoir-faire, développer même un savoir-être, et que même on se nourrit des expériences des uns et des autres, qui permet de leur donner des clés, mais surtout pas des clés que sur le moment, qui vont les faire grandir au gré des semaines et des mois. Et même si t'es vidé d'avoir marché toute la journée, parce que j'ai regardé, parfois je fais entre 6 et 7 kilomètres dans la salle sur une journée. Ah ouais. Donc c'est-à-dire 1 kilomètre sur 1 heure, c'est énorme. Alors toutes les salles ne me permettent pas de le faire, mais tu rajoutes après la marche pour aller jusqu'à la salle, prendre le train, etc. Oui, effectivement, des fois je fais pas un sport au sens où je cours, je fais le vélo, mais de l'autre côté, voilà, il faut être en mouvement. C'est s'ouvrir aussi au monde, s'aérer les neurones, cette fréquence cardiaque d'un côté, mais aussi aller chercher de l'oxygénation dans le bon sens du terme. Tout ça est vertueux. Donc il faut arriver à trouver son équilibre et ses vertus et son cycle. Ouais, de savoir se tester d'abord, d'expérimenter pour savoir ce qui nous convient, parce qu'on n'est pas tous voilà des marathoniens et c'est OK. Enfin, il en faut pour tous les goûts. Ouais, mais même courir un 10. Et ouais, et voilà. Et puis d'être en mouvement déjà, parce qu'en fait, quand si t'es assis à ton bureau toute la journée et que tu bouges pas, forcément, c'est plus compliqué aussi d'être plus assertif et d'être, tu vois. Et après, forcément, tu vas avoir le poids sur les épaules de plein de choses. Ton dos n'est pas bien, ta cage thoracique n'est pas bien, tes jambes sont pas bien, ta tête n'est pas bien, et tu perds en lucidité, en concentration. Ouais. Et tout ça va impacter après, voilà, tes enjeux et la qualité de ton travail. Et puis même la gestion du stress. Moi, je sais que c'est le sport qui m'a aidé à gérer le stress que j'avais quand j'étais dans l'univers bancaire. Ah oui, t'as senti que ça faisait la différence quand tu... Alors, je sais pas, c'était la course, toi, qui faisais ça, ou t'avais d'autres sports que tu pratiquais? Alors, c'était la course avec après un peu de vélo et puis surtout le triathlon, quoi. Mais c'est surtout, c'était un sas, un jardin secret, une manière aussi de me réaliser autrement quand tu trouvais plus l'équilibre pro. Et c'est là où quand j'ai aussi compris que ça faisait plus écran au stress et que j'étais encore plus fatigué en allant faire du sport, que là j'ai dit il y a un truc qui va pas, quoi. Et que là il a fallu changer vraiment tout l'environnement professionnel. Ouais, t'étais aussi plus lucide et plus conscient de ce qui allait pas, ça t'a permis de prendre les décisions qui allaient bien derrière aussi. Ouais. Okay.
Ouais, en tout cas, Mais l'important. c'est jamais simple. Ouais, c'est jamais simple. Mais en tout cas, de trouver un sas de décompression déjà pour pouvoir récupérer de la lucidité et pouvoir gérer son stress pour commencer. C'est cette notion de mouvement. Il y a le mouvement du corps, mais il y avait aussi le mouvement de l'esprit. C'est qu'il y avait besoin aussi que je sois dans un univers professionnel, qui soit pas peut-être trop normé, trop cloisonné, que ça soit toujours la même chose. Effectivement, il fallait aussi que mon esprit soit en mouvement. Donc c'est pour ça aussi que souvent je suis sur plein de sujets sur une journée. Il y en a, ils sont peut-être monotaches mais moi, voilà, j'ai aussi appris par ces biais-là que j'ai besoin d'être sur plusieurs sujets, plusieurs projets en même temps, quoi. Oui, c'est ta manière de fonctionner. C'est important de bien se connaître aussi. Mais pour ça, c'est vrai que c'est important d'avoir des sas de décompression pour pouvoir se connaître et pas être happé par la tête dans le guidon sans pouvoir Et de réfléchir. tester. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Moi, j'aime pas quand on dit je me suis planté, j'ai un échec. Non, au contraire, dedans, il y a des choses à apprendre qui te permet de faire des ajustements et après de te bonifier. Tout à fait. C'est vrai que là-dessus, en France, on a quand même encore un sujet sur l'échec assez délétère, d'avoir du mal à se donner le droit à l'échec, parfois parce que dès l'école, on nous a un petit peu mis la pression là-dessus et un peu formaté. L'avantage quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est que tu te retrouves de toute façon obligé à te confronter à ça. Et c'est bien, c'est une bonne Oui, école. oui, oui. Et ce côté de verre à demi plein, à demi vide, au final, tout dépend ce que tu mets dedans, quoi, et ce que t'en fais. Justement, ce rapport à l'échec, toi, c'est un truc que tu as rapidement su gérer. Quel est ton rapport à ça? Maintenant, je le connais, mais je veux dire, est-ce que ça a toujours été le cas? Comment tu l'as travaillé? J'ai eu beaucoup de frustration parce que forcément, tu as toujours le regard de ta hiérarchie, le regard de ta famille. Tu te dis, tu te plantes, parce que c'est le poids social. Tu fais les choses en tant que bon élève. C'est vrai que j'ai toujours eu, et je l'ai encore, quand je mets un costard, un peu la tête du banquier. Mais au final, voilà, c'est peut-être juste un costume que j'incarne, mais c'est vraiment pas comme ça que je fais les choses, quoi. Quand je suis sur entre guillemets la scène dans la lumière d'une formation, même si j'ai le costume, je suis là aux côtés des gens, on réfléchit à trouver des solutions. Donc cette notion d'échec aussi nourrit pour dire voilà quels sont les bons choix, trouver les solutions et continuer d'avancer, quoi. Ouais. L'humain est quand même dans le mouvement et la marche, hein. Oui, au départ, on a un peu oublié ça. Et ouais. C'est vrai. Et ça, c'est intéressant. Ça pourrait être une première étape pour les personnes qui se sentent un peu bloquées de déjà se remettre en mouvement. C'est comment Oui. elles se mettent en mouvement dans leur journée, en fait. C'est oui. Commencer par là. Et souvent, on parle de marche, de trek, qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais il y a un côté méditatif là-dedans aussi avec soi-même, de se poser et de voir le temps autrement, quoi. Parce qu'on voilà, moi aussi, je suis guidé par les heures pour les formations, les enfants, les entraînements, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi se déconnecter. On est dans un monde ultra connecté, mais qui nous déconnecte aussi socialement ou d'autres. Et donc, c'est ça qui est important aussi. D'avoir cet équilibre-là pour pouvoir être mieux connecté d'ailleurs aussi quand on y retourne. Ouais. Et c'est pour ça que l'assertivité, voilà, est quelque chose qu'il faut arriver à muscler, voilà, sur plein de dimensions, qui fait que, voilà, si on n'est pas bien, on n'aura pas la bonne posture pour être suffisamment assertif, pour avoir ce côté affirmé pour dire non. Et de l'autre côté, bienveillant pour ouvrir la discussion. Donc, tu disais effectivement l'importance de se donner le droit de tester les choses, d'être en mouvement pour arriver à remettre les choses en mouvement, de travailler sa respiration, sa posture. On a parlé de différentes choses, de s'ouvrir aussi à des choses différentes parce que ça aussi, c'est parfois le sujet quand on est dans un même si on a des personnalités plus ou moins désireuses d'aller faire des activités différentes, en tout cas de pouvoir se sortir des fois, de s'ouvrir à d'autres choses et d'être dans cette dynamique de partage dont tu parlais, qui fait avancer aussi, et puis qui peut nous challenger également. Et tu parlais de l'histoire de défi, donc effectivement pour toi ça a été beaucoup le sport qui t'a permis de te mettre dans cette dynamique-là, de voir les choses comme un défi, parce que parfois c'est ce qui est difficile pour certaines personnes, d'arriver à avoir des défis plutôt que des problèmes. Je sais pas si tu as des conseils ou des outils ou autres, on en a déjà donné quelques-uns là pour continuer à travailler ça, apprendre à s'affirmer. Alors des outils, j'ai pas forcément un outil au sens mécanique ou digital. Après c'est plus tu le partageais cette notion de se connaître, et pour se connaître il faut faire. Moi jamais j'aurais pensé faire un jour un marathon parce que je courais pas 40 km par semaine, et c'est toujours le cas, je cours jamais 40 km par semaine. Mais voilà, après c'est la puissance de se lancer des défis, de se dépasser et de faire des choses voilà pour des autres. Moi je cours maintenant pour des causes
pour des maladies comme Parkinson, maladies aussi pour des enfants en déficience cardiaque ou ceux qui sont voilà sur des joëlettes comme un pouce-pouce. Mais voilà, ça aussi, je pensais pas le faire un jour. Et c'est à chacune des étapes où tu dis bon, j'ai peut-être atteint quelque chose. Allons chercher quelque chose de nouveau. Et ce truc d'aller chercher quelque chose de nouveau à chaque étape, ça t'est venu comme ça naturellement? Enfin, comment ça, tu vois, tu te souviens un peu du processus? Parce que finalement, tu as commencé à courir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu passes de je cours un peu, tu vois, le dimanche à je fais un marathon? En fait, c'est des concours de circonstances qu'il faut provoquer. Une fois, je suis allé dans un magasin de running que je prospectais quand j'étais commercial pour la clientèle professionnelle en banque, et puis il me dit tiens, moi je peux pas aller faire le marathon Niscan le mois prochain, est-ce que tu veux le prendre? Je dis waouh, mais attends, je suis pas entraîné. Et puis il me dit c'est la semaine du 9 novembre. Je dis ah, mais c'est un signe, c'est mon anniversaire. Et donc c'est comme ça que il y a un peu plus de 10 ans je pars tout seul à Nice, et en plus bon voilà, c'est un parcours qui est magnifique, et je me suis mis à faire un marathon quoi. Excellent. OK. Et puis après je me suis dit voilà, c'est quelque chose à faire. Alors tout le monde ne le ferait pas, ça c'est sûr, mais c'est à vivre, parce qu'après tu fais partie voilà d'une équipe de finishers, et puis tu es dans une telle adversité qu'il y a de l'entraide pendant la course, alors qu'on se connaît pas, mais parce que on est tous dans le dur, dans un effort qui est une souffrance, mais qui nous amène derrière une telle récompense personnelle. Et voilà, ça développe de l'énergie. Donc quand on a touché à ça intérieurement et personnellement, c'est des choses à vouloir revivre quoi. Donc mais il y a voilà un autre outil que j'ai appris aussi, qui est le lâcher prise. Ouais, alors comment t'as fait pour apprendre à lâcher prise? Dis-nous tout. Souvent face à de l'adversité. Moi, j'ai fait plus de 145 courses, donc entre des 10 kilomètres, des triathlons et des marathons en 14 ans, dans ce qui en fait quasiment une dizaine par an. Et en fait, j'ai abandonné une seule fois. Et la seule fois où j'ai abandonné, c'était sur le triathlon de Paris, après 3 crevaisons. Donc déjà sur un triathlon, d'avoir une chambre à air, c'est pas commun. Mais alors en plus qu'un Parisien, au bout de la deuxième crevaison, me dépanne d'une chambre à air, j'ai dit c'est un signe, c'est bon, c'est reparti. Pour recrever une troisième fois à l'autre bout d'où était le parc à vélo, pour devoir en fait rentrer à pied avec mes chaussures. Je me dis mais attends Pierre, tu sentais que de toute façon il faisait trop chaud en ce mois de juillet pour courir le long des quais de Seine. Je le sentais pas. Je sais pas si ça aurait été un malaise ou plus. Là, l'adversité m'a dit, écoute, il faut que tu lâches prise. Ce n'est pas un abandon, c'est juste un report. Et c'est là j'ai pris conscience des choses, et qui a fait que j'ai vu les choses différemment dans l'adversité dans laquelle j'étais quand je gérais ma dernière agence. Et j'ai compris là que des fois il faut analyser les choses pas dans le mauvais sens, dire oh là là, j'ai pas eu ma médaille, ou voilà, je fais pas partie des copains du club pour pouvoir améliorer un record. Au contraire, ça m'a permis de mieux comprendre aussi des choses par rapport à moi. Et c'est pour ça que le lâcher prise, que ça soit à titre perso, à titre pro, c'est savoir s'écouter à bon escient. Et donc aussi, abandonner, non, ce n'est pas un abandon ou un échec, c'est juste une étape où là j'ai fait ce que j'avais à faire. Là, j'étais pas dans une logique de résultat, j'étais dans une logique de moyens. Se dire à chaque fois qu'est-ce que tu peux retirer comme apprentissage en fait d'une situation. Ouais. C'est parfois ça demande à rééduquer le cerveau pour certaines personnes, et c'est normal. Enfin, c'est un effort au début, mais plus on le fait souvent, plus finalement ça devient après un réflexe quelque part. Complètement. Ouais. Mais même tous les grands champions se font accompagner. Oui. Et ça m'a permis de comprendre, voilà, qu'il fallait que je me fasse aider par une tierce personne pour effectivement développer le lâcher prise, et ça m'a aidé à changer de métier et d'univers. Tu fais une super transition, Pierre, merci. L'intérêt de se faire accompagner en préparation mentale, en coaching, enfin, ça peut aider à aller plus loin, en fait. Et un exemple, là, j'ai vu une vidéo sur Insta il y a 3 jours, justement, sur Teddy Riner. Tu dis, c'est une force de la nature, athlétique, mais il disait, mais en fait, 60 à 80% de sa perf, elle est mentale. Parce que pour dire, je reste le meilleur, bon, on peut se le dire, mais se le dire, le faire et tenir aussi longtemps, par rapport à des moments de doute ou peut-être des fois des blessures, quelles qu'elles soient, il disait en fait qu'il s'est fait accompagner par un psychologue. Ouais. Et c'est pas un préparateur mental. Moi, j'ai un copain qui est dedans, c'est encore un autre univers. Voilà, c'est un peu tabou tout ça. Se faire accompagner sur l'aspect psychologique, surtout qu'en plus il y a les psychiatres, mais
la noblesse des psychologues nous aide à tellement de niveaux pour le vivre que je trouvais ça incroyable qu'ils le partagent avec une telle transparence et sincérité pour démontrer que voilà que les médailles se sont pas eues juste parce qu'il avait peut-être pas des gens aussi grands que lui quoi. Tout à fait. Athlétiquement, au contraire, c'est une machine à gagner. L'importance du mental. En hypnose, c'est des choses aussi qu'on travaille. Tu vois, je sais que certains sportifs y font appel aussi. Parce que ça aide vachement pour la visualisation, pour voilà. Le cerveau, pour ça, est très cool et très plastique. Donc, on sous-estime parfois l'importance. Ça se dit pas toujours, c'est pas toujours bien vu, alors qu'en fait, ça peut permettre d'aller vraiment plus loin. Et on n'imagine pas des fois derrière les paillettes ou derrière les succès, voilà, tout ce travail-là qu'il y a derrière. Donc, c'est important de le rappeler. Alors justement, l'autre outil, puisque tu en parles, Ouais. et qui est pour moi très très important dans mes courses, dans mon quotidien et aussi le boulot, qui est effectivement la visualisation mentale de la réussite. Ouais. Un peu comme dans Rasta Rocket quand il est dans la baignoire et qui fait les virages les uns après les autres. Et quelle que soit effectivement l'issue dans le film, au final il en sortira grandi. Parce que on va essayer de se préparer à plein de schémas. Faut pas se préparer à tout. C'est pour ça qu'on parlait de l'expérience, d'aller de l'avant, du lâcher prise, aussi de savoir dire non à bon escient. Tout ça est important aussi par rapport à l'outil dans la boîte à outils, Tout à fait. la visualisation mentale, ouais. Oui, parce que la bonne nouvelle, c'est que le cerveau fait pas la différence de toute façon entre ce qu'il imagine et ce qu'il voit vraiment. Donc, c'est ça aussi, c'est sous-estimé. Ouais. Ouais, ou Je ce pense qu'il aimerait parfois que ça voir sert à aussi rien. avec les mirages, les Ouais. hallucinations, ouais. Parce qu'on en a tous plus ou moins fait l'expérience. Et donc, effectivement, en thérapie brève, c'est des choses qu'on sait très bien travailler. Alors, en thérapie brève, justement, on travaille sur le dépassement des peurs. Donc, ça m'amène à poser ma question rituelle à mon invité du jour. Est-ce qu'il y a des peurs que tu as su dépasser, que tu aimerais encore dépasser? Bon, là, je pense que tu en as parlé déjà un peu quelque part, hein, avec Mais tu l'entretien. parles de quoi? Des peurs des peurs en Je connais pas. particulier spécifiques, voilà. Alors tout le monde en a. Moi, je crois pas aux gens qui ont pas de peur. En revanche, c'est juste que tu sais les transformer, quoi, en quelque chose qui ne Oui, te bloque oui, pas. alors Ouais. je sais pas si c'est une peur en soi, ça peut être, après c'est plus intérieur, justement j'en parlais à midi, peut-être une peur de décevoir, parce que voilà, c'est une partie de voilà, de comment j'ai été formaté dans voilà, par, les différentes décennies, hein, que j'incarne et puis aussi, voilà, un poids social quand tu fais des écoles de commerce, il y a la carrière et cetera. Donc que tu te construis aussi cette, obligation à vouloir, être, dans une forme de perfectionnisme, voire même de perfection, totale, alors qu'au final ça n'existe pas. Au contraire, tu es dans une quête qui va même te consumer de l'intérieur. Je dirais, j'en ai pas particulièrement, mais c'est important que parfois d'écouter des doutes, ça permet de peut-être de pas aller trop vite, quoi. On le voit avec les grands explorateurs ou peut-être les grands artistes, ils ont toujours peut-être des inquiétudes ou des craintes, peut-être pas des peurs en tant que telles qui les mettraient dans des situations de blocage. C'est pour ça que plutôt on parlait de l'importance du défi, de cette logique à vouloir voir le positif, visualiser aussi cette réussite quelle qu'elle soit. Parfois peut-être même voilà avec des objectifs plus mesurés, les fameux SMART. Pour ça voilà de manière un peu voilà second degré, je disais je ne comprenais pas la question sur les peurs parce que ce sont des choses qui font reculer ou qui ne sont pas en mouvement, qui ne peut-être pas être en mouvement au contraire. C'est vrai et c'est là où il faut pas hésiter à se faire accompagner, quand c'est le cas, Exactement. en tout cas. Donc, juste pour récapituler, c'est toujours bien de le redire enfin, on a parlé donc d'être en mouvement, de tester, de se donner le droit de tester, de visualiser sa réussite, d'être dans le partage, dans l'action, de voir les choses, voilà, travailler sur cette conception, cette perception de défi. Oui. Et puis de penser au corps aussi, donc que ce soit via la course ou via autre chose, mais en tout cas de pouvoir travailler sa respiration, la marche, la posture, voilà, plein de manières de se Et une connecter à son dernière corps. chose, moi Oui, je dis bravo Laetitia pour ce que tu fais. Merci aussi pour voilà toutes ces énergies, topics, astuces que tu nous partages. Parce qu'il est important aussi de se féliciter, faire preuve de exactement. Merci. gratitude. Et Ouais. ça on l'oublie, voilà. Alors il y a un outil qui est fantastique pour ça que je découvre depuis 2 ans, qui est l'intelligence artificielle. On lui dit Oui. beaucoup plus souvent merci à lui que à ses proches. Donc c'est aussi là où je développe un réflexe à le dire à mes proches, à ma chérie ou même à mes filles. Ouais. Et voilà, de leur dire merci parce qu'on le dit pas assez souvent. C'est Et vrai, surtout à on prend pas soi-même. le temps. Et à soi-même, de se remercier pour ce qu'on a fait. Moi, je le vois souvent en séance, hein, des personnes qui ont eu des ressources à une époque qui oublient de se remercier pour ce qu'elles ont réussi à dépasser, ce qu'elles ont réussi à faire, et ça, se reconnecter à ces sensations-là, c'est extraordinaire.
J'ai une question qu'il faut que je te pose quand même parce que je sais qu'il y a des auditrices qui vont se la poser. Tu disais que tu as deux filles. Justement, bon, beaucoup de mamans m'écoutent et me disent, bah oui, mais tu sais, moi, mon emploi du temps, il est full, j'arrive pas à trouver du temps pour moi. Est-ce que toi, justement, comment tu perçois les choses? Est-ce que tu as du temps, tu as la chance d'avoir du temps pour toi parce que tu as des conditions qui te permettent de? Est-ce que c'est quelque chose, justement, par rapport au couple que tu conçois comme un partage pour que chacun puisse avoir son sas de décompression? C'est quand même une question qui est importante, je pense. Tu as raison. Dans la société, la génération moderne dans laquelle on est, il faut avant tout, en tant que homme ou femme, s'accomplir, en tant que parent, en tant que conjoint, et puis après toutes les passions, et puis aussi continuer à grandir professionnellement. Donc oui, ça en fait des couches. Mais j'aime pas dire mais quand même. Ouais. Le plus important là-dedans, c'est de savoir qu'est-ce qui nous anime comme une dynamo. Qu'est-ce qui fait que l'on va continuer à avancer sans se poser de questions, dépasser des peurs, ne pas être dans le complexe de l'imposteur ou la peur de la feuille blanche. Au contraire, des choses qui vont faire que ça va nous permettre de faire le système en botte de 7 lieues. J'ai toujours observé avec admiration et inspiration les femmes, notamment quand j'étais à la banque. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais des femmes qui étaient en 4/5e et qui arrivaient à chaque fois à toper des challenges ou à faire mieux ou aussi bien que des personnes ou des hommes à temps plein. Ce que j'ai observé, c'était surtout cette capacité à être hyper concentré, dédié à des tâches, organisées et une résilience à toute épreuve, quoi. Et je me suis dit, ce sont des choses qui ont peut-être déclenché chez moi à cette époque, des interrogations sans pousser. Et grâce au sport, ça m'a permis de le développer et puis peut-être aussi de le muscler. Okay. Donc c'est vrai que la visualisation mentale d'un côté aussi s'est développée, apprendre le lâcher prise, ce qui fait qu'après j'ai peut-être parlé d'un outil très simple, binaire, scientifique, où on va me dire mais non mais OK, la matrice d'Eisenhower d'un côté l'urgent, de l'autre côté l'important, mais c'est d'arriver à sélectionner cette priorité et ces choses que peut-être on ferait en 1 heure, peut-être qu'on ne ferait plus qu'en une demi-heure parce qu'on a une telle énergie à dire tiens, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'aller manger ce soir avec des amis ou d'aller sortir, faire du sport au soleil ou de l'autre côté, voir mes enfants heureux, quel qu'il soit cet objectif. T'en fais en fait tout simplement pas une quête ni quelque chose à contre-courant, mais quelque chose qui te porte. Je pense que les femmes là-dedans vont s'y retrouver et c'est juste qu'il faut arriver à trouver le curseur ou le rééquilibre à tout ça. Alors c'est facile avec des mots, dans la situation de chacun, c'est pas simple. Mais comme tu le partages, à un moment donné, il faut peut-être prendre de la hauteur et une tierce personne va pouvoir effectivement catalyser, faciliter tout ça. Oui, tout à fait. Quand on n'arrive pas à le faire seul, ne pas hésiter à se faire accompagner si besoin et prendre le temps de se remercier, comme tu le disais tout à l'heure aussi chaque jour, des choses pour lesquelles on est reconnaissante ou reconnaissant, c'est important. Et puis, ma question aussi traditionnelle, quel autre secret de Polichinelle tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode, un sujet dont on n'a pas encore parlé? Je crois que tu y as réfléchi. Alors, est-ce que je pourrais être remplacé par une voix tierce, une intelligence artificielle qui pourrait partager tout ce que j'ai dit à ma place? C'est une vraie question que je me pose, que ça soit en tant que formateur, enseignant, papa, qui aiderait sur des devoirs, ou même après consultant sur plein de domaines. D'un côté, il y a de l'effroi, mais de l'autre côté, une adrénaline à me dire punaise, l'intelligence artificielle, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Ouais, effectivement. C'est un vrai sujet qui est en train de s'accélérer à vitesse grand V et qui rentre dans nos vies, qu'on en ait envie ou pas. De toute façon, c'est là. Donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on arrive à vivre avec. Par exemple, un truc tout bête, dire tiens, j'ai des invités, c'était pas prévu ce soir, j'ai pas le temps d'aller faire les courses. Ouais. On donne les ingrédients dans les placards plus ceux qui restent dans le frigo. On donne aussi peut-être les caractéristiques gustatives, le nombre de personnes, la rapidité dans laquelle j'ai un temps ou pas pour faire le repas. On met tout ça en vocal ou en écrit dans une intelligence artificielle. Le résultat à chaque fois, moi, il me bluffe. Mais ouais. Et là aussi, quel rôle ça peut avoir pour nous aider dans notre bien-être, en fait. Et ouais, parce que ça, dans Google, on peut toujours le mettre dans un moteur de recherche. Mais là, aujourd'hui, ce qu'elle est capable de faire, c'est encore plus puissant, quoi. Un vrai sujet, un vrai bon sujet qui est lié au sujet du podcast. Donc, c'est pour ça que je les pousse, Ouais. sur des formations dédiées au commercial. C'est important de s'y intéresser.
Ouais. Et oui, mais même à titre perso, il y a plein de choses que je pousse et c'est fou, quoi. Voilà. Mais ça reste du complémentaire, du bonus, hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a des métiers, là, c'est sûr, c'est une vraie remise en question. Et alors Pierre, s'il y a des personnes qui passent par là et qui ont envie d'aller voir ce que tu proposes, tu as un site web, est-ce que c'est plus simple de te suivre sur LinkedIn? Bien sûr, moi j'ai toujours réfléchi à ce qui était le plus important pour moi et je me dis il est important voilà d'avoir la fibre de quelque chose. Donc c'est comme ça que j'ai lancé mon aventure avec un blog dédié au running, Fibre Running, et qui m'a permis de professionnaliser, d'expérimenter qu'est-ce que le web, les réseaux sociaux, le référencement naturel. Et donc j'ai créé mon agence qui s'appelle Fibre Digital avec un E. Et aujourd'hui, voilà, je poursuis cette aventure avec Fibre Commercial pour accompagner des alternants en manque de tuteurs expérimentés et disponibles. Mais ça peut être après aussi des équipes qui voudraient continuer à entretenir les bons réflexes, comme tout grand sportif, jusqu'à comment je peux booster, bonifier mes résultats et cette assertivité avec l'intelligence artificielle. Très complet. Donc, développez votre fibre, boostez-la. Voilà. Le message est passé. Merci Pierre. Merci Laetitia. Merci d'avoir écouté cet épisode de Secret de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches, avec ton entourage, à mettre aussi un avis 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur les actualités autour du podcast, ton activité de thérapeute, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la bio et également sur mon compte Instagram où tu peux également me suivre qui s'appelle laetitia.thérapie au singulier.podcast. À bientôt!